Mais nous sommes avec la préfète de police des Bouches-du-Rhône aussi, Madame Frédérique Camilleri. Bonsoir Madame la préfète, merci d'être en direct avec nous sur BFM TV. Bonsoir. Donc, ce qui s'est passé à la cité de la Busserine, c'est-à-dire on tire un peu à l'aveugle et tant pis si des personnes qui n'ont rien à voir avec le trafic de drogue sont blessées ou tuées? Ce n'est malheureusement pas très nouveau à Marseille. Et il y a un grand cynisme dans ces trafics de stupéfiants. Les trafiquants n'hésitent pas à armer des jeunes, leur donner beaucoup d'argent pour aller tirer effectivement à l'aveugle sur le point de deal du concurrent ou contre des cibles qu'ils peuvent désigner. Et ils se préoccupent assez peu, ces tueurs, de qui peut se trouver autour, et ils n'hésitent pas effectivement à aller tirer à l'arme de guerre. Donc c'est une guerre que se livrent deux clans majeurs du trafic de stupéfiants à Marseille, deux clans qui sont aussi lourdement armés et qui se livrent cette bataille par des petites mains interposées qui se livrent à ces assassinats, parce que c'est de ça dont on parle. Et donc c'est une situation qui est effectivement compliquée à gérer pour les services de police. Mais vous parlez de recrudescence. On a enregistré certaines victoires là ces derniers jours. On va y venir, Madame la préfète, mais voilà, pourquoi parlez-vous de recrudescence et de ces deux clans? Qui sont ces deux clans, en fait, qu'on comprenne bien? Je ne donnerai pas de nom, mais tout le monde à Marseille comprend bien ce qu'il se passe. Il y a une guerre entre deux clans majeurs de la cité phocéenne qui se disputent le trafic de stupéfiants sur une bonne partie de la ville, qui ont des intérêts dans différentes cités et qui, par des petites mains interposées, des jeunes qu'ils recrutent parfois sur les réseaux sociaux, qu'ils arment, à qui ils désignent des cibles, vont essayer d'intimider leurs opposants ou d'essayer de récupérer leur point de deal par la force, par la violence, par les coups de Kalachnikov. Et donc notre enjeu là, c'est d'arrêter ces équipes de tueurs. Et on a enregistré des belles victoires là dans cette bataille, qui est une bataille importante, avec 3 commandos qui ont été neutralisés rien que sur le mois d'avril. C'est le fruit d'un travail de fond des services de police sur la voie publique, des services de la police judiciaire également, qui vont aller chercher ces assassins, les traquer et puis les ramener devant la justice où ils seront, je l'espère, très bientôt jugés. Donc il y a de l'élucidation. l'élucidation. Il y a une course contre la montre, clairement, pour aller démanteler ces équipes de tueurs. Donc il y a de l'élucidation, on arrive à retrouver les assassins, à les présenter devant la justice. Donc on ne peut pas dire que la situation est hors de contrôle à Marseille, même si c'est la perception qu'on en a. Une situation qui est extrêmement violente, avec une série de fusillades qui a légitimement choqué et impressionné un grand nombre d'habitants de Marseille. Et donc, comme je le disais, c'est un travail difficile parce que les cibles sont multiples. Il y a de nombreuses cités qui sont entrées dans cette guerre de ces deux clans de trafiquants. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément très connues des services de la police ou de la justice qui, d'un coup, avec des dizaines de milliers d'euros, sont prêtes à aller tuer. Voilà, tout simplement. Et donc, c'est un changement dans la nature aussi de ces fusillades, avec des gens plus jeunes qui sont capables d'aller faire ça et qui, pour l'argent, sont capables d'aller tuer. Donc, c'est une course contre la montre. Et pour gagner cette course, en fait, nous mettons des moyens sur le terrain qui contrôlent tous les véhicules suspects. Et c'est comme ça qu'hier, par exemple, que nous avons interpellé des personnes qui étaient en possession de 3 Kalachnikov dans une des cités qui a fait l'objet de fusillades récemment. Et ces personnes-là sont actuellement en garde à vue. C'est comme ça aussi que la police judiciaire, qui traque ces équipes, qui essaie de démanteler leur logistique, a trouvé aussi la nuit dernière interpellé des personnes en flagrant délit juste après des coups de feu qui ont été tirés dans une autre cité. Donc ce travail de fond, il est fait. Il commence à produire de vrais résultats parce que je considère que au cours de cette nuit dernière, nous avons vraiment enregistré ces résultats très importants. Je l'espère que ça va nous aider à rétablir en partie le calme. Je sais que ce sera un travail de longue haleine. Il y a peut-être encore des équipes de tueurs. On va les trouver, on est dessus en tout cas, et on les traquera jusqu'au bout en fait. Mais Madame la préfète, vous dites on mène une course contre la montre face à cette violence, on marque des points, mais que vous manque-t-il pour gagner cette course contre la montre? Davantage d'effectifs de police, davantage de moyens humains, moyens matériels? Il y a eu un effort historique en termes de moyens matériels et humains à Marseille, avec des policiers du quotidien qui sillonnent les quartiers. Et c'est comme ça, encore une fois, que cette nuit, on trouve des personnes avec des Kalachnikov dans leur voiture. Et il y a aussi des enquêteurs de la police judiciaire qui sont arrivés en renfort en début d'année, qui nous permettent de créer des nouveaux groupes à la police judiciaire pour s'attaquer non seulement à ces assassins, mais essayer de les trouver parfois avant même qu'ils commettent un assassinat. On a démantelé ou déjoué 30 assassinats ces dernières années à Marseille. C'est une estimation évidemment, à travers un biais juridique qui est l'association de malfaiteurs. On a également la volonté d'aller taper beaucoup plus fort sur toutes ces têtes de réseau qui, je le rappelle, sont en fuite
ou en prison, parce que les chefs ne sont plus à Marseille. Et s'ils ne sont plus à Marseille, c'est parce qu'on va les traquer là où ils sont. Et donc ils sont en fuite, pour certains dans des pays étrangers, ou tout simplement en prison. Et cette violence, c'est aussi le symptôme d'une instabilité dans ces réseaux. Et cette instabilité, elle vient aussi du fait que les services de l'État vont porter des coups majeurs à ces trafics de stupéfiants. On démantèle les points de deal, on récupère leurs guetteurs, leurs vendeurs, ils sont mis en prison, ils sont condamnés, on récupère, comme on n'en a jamais récupéré autant, d'argent, de produits stupéfiants. On a un vrai travail sur l'entrée de la drogue à Marseille à travers le port de Marseille, où on fait des résultats exceptionnels en termes de saisie de cocaïne. Et donc on déstabilise ces réseaux, et c'est ça qui crée aussi de l'instabilité dans le système, parce que il y a des coups de boutoir des services de l'État qui ne les lâchent pas, avec une nette montée en puissance depuis 2 ans, grâce aussi à tous les renforts que l'on a obtenus et les moyens matériels, parce que toutes ces investigations, elles font appel aussi à des moyens techniques qui parfois coûtent très cher. Justement, parce que vous parlez des investigations, il y a aussi la peur. La peur qui s'installe dans les quartiers qui sont livrés au trafic de drogue, et puis la peur de témoigner. Est-ce que justement vous pouvez vous appuyer sur la population, sur les témoignages, ou pas? Il y a de la peur, c'est indéniable, mais nous sommes présents dans les quartiers tous les jours et de multiples fois dans la journée, avec des opérations de CRS très visibles et puis des opérations parfois plus discrètes. Parce que moi aussi, je me rends dans les quartiers plusieurs fois par semaine et qu'ils savent qu'ils ont des autorités jusqu'au plus haut niveau qui sont investies à leur côté. La confiance est revenue. On n'a jamais eu autant de renseignements. Bien sûr qu'il y a de la peur, mais on a aussi développé des moyens pour recueillir des renseignements anonymes que l'on exploite tous à travers des plateformes Internet, des adresses mail. On reçoit, ils sont quasiment tous exploitables. On a de vraies informations qui nous remontent. On a des habitants qui sont engagés à côté, qui bien sûr ont peur, mais pour certains d'entre eux et de plus en plus qui franchissent le pas de la peur et qui viennent parler aux services de police. Parce que la confiance est là et qu'ils savent qu'on est là tous les jours à leur côté et qu'on est dans le même combat avec eux. Madame la préfète, restez avec nous. On a un petit souci avec votre micro, le temps de régler ça et d'aller voir Maxime Brandstetter qui est à Marseille depuis 3 jours. Qu'avez-vous vu au travers de ces 3 jours dans la cité phocéenne, justement, Maxime? Qu'avez-vous du deal? Est-ce qu'il s'étend effectivement partout? Et la préfète nous dit on mène un combat incessant, c'est une véritable course contre la montre. Alors avec Hugo Dorsemène, on a pu se rendre dans plusieurs quartiers nord de Marseille, dans plusieurs cités des quartiers nord de Marseille. Alors déjà, il faut vous le dire de l'emblée que pour y aller, on doit faire profil bas. Évidemment, on n'a pas forcément une caméra avec nous. On doit être accompagné de certaines personnes pour pouvoir rentrer et le faire en toute tranquillité. Et ce qu'on a vu, question de deal, c'est qu'on a vu plusieurs points de deal par cité, parfois à quelques centaines de mètres d'écart. Alors on a vu notamment certains points de deal qui ne marchaient pas. Certains habitants nous disaient c'est grâce à l'action des CRS et notamment de la CRS 8. D'autres, notamment des policiers, nous disaient c'est peut-être grâce à la RS 8 ou c'est peut-être aussi parce qu'aujourd'hui on a du mal à trouver de la main-d'œuvre parce qu'on a l'habitude de tirer sur la main-d'œuvre et les gens qui sont autour. Donc voilà, on a pu se promener, mais ce qui est sûr, c'est qu'on en a vu aussi du deal, en tout cas ce qui avait l'air d'être du deal avec, vous savez, ces fameux guetteurs, des gens qui sont installés sur des chaises, à des carrefours, qui surveillent, qui crient à l'approche d'un véhicule des policiers. On les a vus nous observer, parfois on a senti qu'on devait partir, qu'il y avait une certaine pression pour qu'on s'en aille. Et d'ailleurs, le quartier où il y a eu cette attaque lundi soir, eh bien, on a pu constater avec Hugo Dorsemène qu'il y avait des personnes qui étaient assises sur des chaises, qui semblaient être des guetteurs. Évidemment, on n'a pas pu confirmer avec eux, mais en tout cas, le deal semblait continuer dans ce point, même si on n'a pas pu le confirmer. On va aller voir Aurélien Viers qui est avec nous, qui est directeur de la rédaction de La Provence. C'est vous qui signez un édito aujourd'hui, Aurélien, bonsoir. Où on sent un ras-le-bol, un édito rageur en vous demandant mais pourquoi est-ce que ce grand-père est mort? Pourquoi est-ce qu'on l'a laissé presque mourir, quoi? Vous en avez assez ras-le-bol, quoi, en fait, à travers cet éditorial. Oui, c'est beaucoup de tristesse surtout, en effet on est accablé. C'est un grand-père et un père de famille qui jouait tranquillement aux cartes, au rami avec ses amis dans un snack. Il se fait exécuter comme à la guerre par une kalachnikov, par une arme de guerre. Il laisse derrière lui des enfants, des petits-enfants, et il n'y a pas de réaction, très peu de réaction. Demain ça sera oublié. Dans quelle ville de France on peut permettre ça? Est-ce que si ça se passait à Lyon, à Bordeaux, à Paris,
Paris, boulevard Saint-Germain, où on est exécuté alors qu'on boit son café et qu'on n'a rien à voir avec un quelconque trafic. Comment on peut permettre ça? À Marseille, ça paraît normal, et en fait non, c'est pas normal de mourir sous les balles. Il y a des trafiquants, il y a aussi des petits, il y a des caïds qui meurent sous les balles, mais il y a aussi des petits guetteurs, des choufs, on les appelle, qui ont 14 ans, 15 ans, qui sont payés 50 € par jour et qui meurent sous les balles. Ça, c'est déjà pas normal. Mais là, on voit des passants. Il y a un chauffeur de VTC qui a été tué il y a pas longtemps parce qu'il transportait un mauvais client, un client visé par un autre gang, et ce chauffeur de VTC a été également tué. Il y a un footballeur de National 2, Santana Mendy, qui a été tué avant Noël parce qu'il était retourné dans son quartier, il habitait au Bagne, il est retourné à Marseille et il s'est fait tuer par une balle perdue. Ce n'est pas normal. Dans quel pays on tolère ça? Dans quelle ville on tolère ça? Aurélia Vierce, vous dites on tolère ça, ça paraît normal parce que c'est Marseille. Oui, voilà, comme s'il y avait une fatalité marseillaise. Nous avons entendu madame la préfète qui était avec nous, Frédéric Camilleri, dire voilà, on a engagé la course contre la montre, on commence à avoir des résultats, on enquête, on arrête, on incarcère, on s'occupe aussi des trafics. Donc il y a quand même une volonté d'essayer d'en finir, même s'il y a du travail. Oui, je disais que le seuil de tolérance n'est pas le même. Bien sûr que c'est pas tolérable et que personne ne le tolère. On sait qu'il y a un vrai travail de fourmi, un vrai travail de fond engagé par les autorités, par la police, par la justice, que c'est très compliqué, qu'ils n'ont pas toujours tous les moyens qu'ils réclament, même s'ils en ont eu un peu plus ces derniers temps. Mais on voit que leur travail est extrêmement compliqué et que c'est pas assez. L'État doit faire encore plus contre ces gangs qui maintenant sont passés à une nouvelle ère. C'est vraiment un changement d'époque, un point de bascule. Maintenant, on rentre dans l'ère des rafales à l'aveugle, donc on tire dans le tas, on tire sur des passants, on tire sur des voitures, on tire sur des bars. À Aix-en-Provence, ce week-end, on a tiré sur des clients d'un bar qui prenaient le café. Comment on peut accepter ça? C'est pas normal. Donc il y a beaucoup de moyens engagés et je sais qu'ils font beaucoup de choses, mais c'est pas encore assez, quoi. Merci d'avoir été avec nous, Aurélien. Vous avez entendu, madame la préfète, ce coup de gueule de notre confrère de la Provence. Il a l'impression qu'en fait, on tolère à Marseille ce qu'on ne tolérerait dans aucune autre ville du pays, quoi, en fait. J'ai eu une très longue discussion avec lui récemment, donc je sais quelle est sa position. De notre côté, il n'y a évidemment aucune tolérance et d'ailleurs, nous sommes tous les jours sur le terrain et les moyens continuent à arriver pour lutter contre les trafics à Marseille. Ça veut bien dire que c'est une priorité sur laquelle on est prêt à mettre des moyens supplémentaires sans cesse et à changer aussi nos méthodes de travail. Et beaucoup d'innovations en termes de police judiciaire ou de lutte contre les trafics, elles ont commencé à Marseille parce qu'on fait face à une situation qui est inédite par rapport au reste de la France, mais qui parfois est précurseur. Donc on a besoin aussi, nous, d'être ceux qui inventent de nouvelles méthodes de travail. On a créé par exemple une nouvelle cellule pour essayer de retrouver les trafiquants d'armes. On a d'excellents résultats sur la saisie des armes qui sont l'objet de cette violence, avec une trentaine de Kalachnikov par exemple saisies depuis le début de l'année et plus de 400 armes saisies, des armes à feu, à Marseille depuis le début de l'année. Donc il y a un vrai travail sur tous les tenants et aboutissants du trafic et là on est sur du désarmement logistique et on veut aussi aller encore plus sur le désarmement financier. On parlait des points de deal qui parfois continuent à tourner malgré nos opérations. Mais ils tournent dans quelles conditions? Aujourd'hui, à la Paternelle, vous aviez 4 points de deal qui tournaient, qui étaient à 80 000 € par jour. Aujourd'hui, ils tournent à 2 000 € par jour. Les gens nous le disent. Les dealers qu'on arrête encore tous les jours, ils continuent à nous donner ces informations. On sait que les coups de boutoir que l'on porte à ces trafiquants, ils ont un effet sur leur chiffre d'affaires, ils ont un effet sur leur main-d'œuvre, ils ont un effet sur leur logistique. Et donc on va y arriver, mais c'est un combat qui est long, qui est difficile, et c'est une problématique, la drogue, qui n'est malheureusement pas nouvelle à Marseille. Et donc il y a aussi tout un travail à faire sur les consommateurs, sur tous ces jeunes qui basculent dans le trafic, qui, je pense, à 14 ans, n'avaient pas forcément envie de rentrer dans le trafic. Mais ça veut dire qu'il faudrait, madame la préfète, il faudrait, pardon, je vous coupe, vous avez parlé des consommateurs, il faudrait davantage sanctionner aussi les consommateurs. Ça pourrait faire partie de l'arsenal de lutte contre le trafic, contre la drogue. On les sanctionne comme on les a jamais sanctionnés, parce qu'on a un nouvel outil depuis 2 ans qui s'appelle l'amende forfaitaire délictuelle. On en a fait des dizaines de milliers depuis 2 ans. Là, depuis le début de l'année, on en a fait plus de 5000 à Marseille. C'était pas le cas avant, parce qu'il fallait interpeller, placer en garde à vue. C'était très compliqué de faire ça aux consommateurs. Et cet acte-là, qui est cette amende qui est inscrite au casier judiciaire, qui est une réponse pénale, je le rappelle, elle permet aussi de dire au consommateur qu'il a une responsabilité énorme dans ces trafics. Il a une responsabilité énorme aussi dans ces assassinats qui sont en
bout de chaîne. Parce que ces assassinats, ils sont possibles parce qu'il y a de l'argent qui circule et cet argent, il sort de la poche des consommateurs. Voilà. Donc tout ça, c'est l'argent qui crée la violence aussi, qui permet d'armer ces tueurs et qui permet de les rémunérer car ce sont des tueurs à gages tout simplement.